sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, le résistant de ce jour, Fabrice Sorlin, on le connaît pour toutes ses expertises et ses analyses sur la Russie, sur le conflit russo-ukrainien. On le connaît peut-être un petit peu moins, et c'est une erreur, sur sa connaissance et son savoir sur l'Iran. Fabrice, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va impeccable, merci. Voilà, je suis Eh, un petit peu malade, mais c'est normal, il fait froid ici en Russie. C'est le concept de l'hiver, effectivement, et particulièrement d'hiver russe. Alors, on en parle aujourd'hui parce que finalement, on l'a beaucoup vu sur toutes les chaînes, ce qu'on appelle les médias de grand chemin, mais on l'a assez peu vu dans les médias mainstream. La question de l'Iran, les Français, ils comprennent pas forcément grand-chose. Premièrement, que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ces révolutions? Est-ce qu'on est dans une révolution colorée? Pourquoi les gens descendent dans la rue? Quel est leur leitmotiv? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça clairement? Alors je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il faut d'abord discuter un petit peu et présenter de façon un peu plus globale ce qui se passe aujourd'hui en Iran et pas se focaliser uniquement sur les événements qui se sont déroulés cette dernière semaine, on va dire. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Iran, donc c'est un pays assez vaste, 2 fois et demi la France. Il y a plus de 90 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est sous sanction depuis 1979. C'était le pays le plus sanctionné du monde jusqu'à 2022, où la Russie a détrôné l'Iran. Donc aujourd'hui, l'Iran est le deuxième pays le plus sanctionné du monde, mais par contre, c'est le pays qui est sanctionné depuis extrêmement longtemps, puisque donc maintenant, ça fait à peu près 45 ans, 46 ans que le pays est sanctionné. Il faut bien comprendre une autre chose, c'est que parmi ces 91 millions d'habitants, l'Iran, c'est une mosaïque d'ethnies. Il y a différentes ethnies et dont plusieurs qui se trouvent d'ailleurs très souvent à la frontière du pays, qui sont des ethnies qui ont des velléités sécessionnistes. Je pense notamment aux Kurdes iraniens qui sont situés à l'ouest de l'Iran et qui font d'ailleurs la jonction avec les Kurdes irakiens, qui eux veulent créer le Kurdistan et donc faire sécession avec l'Iran. Il y a au nord les Azéris, l'Azerbaïdjan iranien comme on l'appelle, qui eux aussi voudraient avoir leur propre territoire. Et plus au sud, au sud-est, dans la région du Baloutchistan, vous avez les Balouches qui, eux aussi, ont des velléités sécessionnistes par rapport à l'État iranien. Toutes ces ethnies, ces trois ethnies notamment, mais il y en a d'autres, mais là je parle des principales, subissent toutes des influences, notamment des pays étrangers, et notamment d'Israël et des États-Unis. Alors on connaît la proximité des Kurdes avec Israël, on l'a vu notamment lors de la guerre en Syrie. On connaît aussi la proximité des Azéris avec Israël, et les Balouches, eux, sont plutôt influencés, contrôlés, armés, etc., par la CIA et les Américains. Il faut bien comprendre aussi que dans cette région du Baloutchistan, donc au sud-est, c'est une région extrêmement instable pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord avec la proximité avec l'Afghanistan fait que nous avons du trafic de drogue très important et qu'il y a un port très important, le port de Chabahar, qui est un port qui a été construit, ou en tout cas dans lequel il y a eu de gros investissements indiens et qui fait partie intégrante du corridor nord-sud voulu par la Russie. Et puis en plus de ça, c'est une région où il y a énormément de trafic de pétrole, puisque du côté ouest de la frontière, vous trouvez le pétrole au prix iranien qui doit être aux alentours des 3 centimes.
alors que du côté est de la frontière, le prix du pétrole est au prix mondial du pétrole. Et donc, il y a énormément aussi de trafic de pétrole. Donc, trafic de pétrole, les trafics de drogue, plus des velléités sécessionnistes, etc. Tout ça fait qu'on est assis dans ce coin d'Iran sur une petite cocotte minute. Voilà, donc, mosaïque ethnique, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, comme je l'ai souligné au tout début, il y a énormément de sanctions depuis très longtemps en Iran qui ont provoqué des gros problèmes économiques. Et à ça, vous rajoutez une certaine corruption de la part d'une partie de l'élite en Iran. Je peux donner un ou deux exemples. Par exemple, le gouvernement iranien vend le dollar très peu cher aux industriels iraniens pour qu'ils puissent importer des produits pas trop chers et de façon à les revendre à la population iranienne à des prix décents. Mais ces gens-là, en fait, ces industriels ont profité des largesses du gouvernement iranien, donc pour acheter le dollar peu cher, mais en profiter pour revendre les produits au prix du marché Mmh. et se mettant toute la différence dans la poche. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez eu énormément de grosses industries, notamment dans la pétrochimie, qui ont, disons que l'État iranien leur a accordé le droit d'importer des produits, d'exporter, pardon, les produits iraniens à l'international et leur avait demandé d'investir les gains à l'intérieur du pays, mais ces grosses sociétés pétrochimie en ont profité pour placer les revenus et dividendes de leur vente à l'étranger et faire des bénéfices. Donc d'un côté, vous avez une inflation qui augmente énormément et de l'autre côté, vous avez très peu d'argent qui rentre, très peu de liquidités qui rentrent à l'intérieur du pays, créant une inflation extrêmement importante. Aujourd'hui, on parle de plus de 50% d'inflation par an. Donc c'est gigantesque. Donc, quand vous avez tout ça et que vous mélangez, ça crée quand même un effet des multiplicateurs importants et qui créent d'énormes problèmes, d'où ce qui s'est passé il y a à peu près une semaine lorsque c'est à Téhéran que les manifestations ont commencé. Ce sont des vendeurs qui ont dit ben, nous en fait on vend, on travaille mais on gagne plus d'argent, on peut plus vivre et donc ils ont commencé à manifester. Et comme je disais tout à l'heure qu'il y a eu il y a des fractures ethniques importantes contrôlées par des services secrets américains et israéliens qui veulent la destruction du régime des ayatollahs. Ils en ont profité. À la base, c'était donc des manifestations qui partaient, qui étaient des manifestations de bon sens et tout à fait légitimes, hein, lutter contre la corruption, pour le pouvoir d'achat, etc. Mais ces manifestations ont tout de suite été reprises par donc des ethnies, par des groupes qui en ont profité pour y mettre leurs slogans politiques. Voilà. Donc au début, c'était des manifestations sur des thèmes plutôt économiques et tout ça, ça a été canalisé, aidé, financé grâce aux réseaux sociaux notamment, à Starlink, etc. À Twitter, enfin X maintenant, et tous les réseaux sociaux américains. L'État américain a largement contribué à canaliser ou plutôt orienter ces manifestations vers de la politique et vers la volonté donc d'en finir avec le régime des ayatollahs. Et il y a eu énormément de violence. Ce qui au début était des manifestations extrêmement calmes, voilà, les gens manifestaient pour le pouvoir d'achat, et bien rapidement, ces manifestations sont devenues ultra violentes et on a vu des meurtres, par décapitation. Il y a aussi des forces de l'ordre qui ont été emprisonnées dans des cages et brûlées vifs. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui nous rappellent ce qui se passait, les actions, le mode opératoire de Daesh. Vous voyez, décapitation, immolation, etc. C'est pas des choses que le commerçant du souk ferait. Et donc là, l'État iranien a pris conscience qu'il y avait un début de révolution colorée et a pris les moyens pour juguler ces actes terroristes.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu expliques, effectivement, c'est qu'il y a un mouvement qui part de la population, qui part du peuple. On voit notamment dans les premières vidéos, c'est des visages très jeunes, finalement, qu'on voit dans la rue. C'est beaucoup de femmes, d'ailleurs, de jeunes femmes. Et puis, on a une reprise politique. On l'a vu dans la petite cartouche qui était à côté de toi. On a vu le fils de l'ancien président iranien qui est en exil aux États-Unis, qui appelle Trump. Qu'est-ce qu'on sait à peu près de l'opposition politique en Iran et est-ce comment elle s'est servie un petit peu de cette révolution populaire pour faire une tentative de coup d'État? Alors, Reza Pahlavi n'est pas le fils de l'ancien président, c'est le fils du Shah, de l'ancien Shah Oui, qui a l'ancien été chat, putché pardon. en 1979. Cet homme donc a quitté l'Iran en 1979 ou 1980 lors de la Révolution et il habite maintenant aux États-Unis. Il y habite depuis 45 ans. Il n'a jamais mis les pieds en Iran depuis tout ce temps-là. Il n'a aucun soutien en Iran. Il n'a aucune connexion, aucun réseau, absolument rien. Il s'est contenté de faire ce que l'ingénierie sociale américaine a toujours essayé de faire avant de déclencher une manifestation colorée, c'est-à-dire de créer une sorte d'organisation en se prétendant être le responsable en exil de l'Iran, comme il s'était passé il y a quelques années en Biélorussie, où ils avaient créé, il y avait deux ou trois filles qui avaient créé un gouvernement transitoire, etc. Enfin bon, voilà, on est toujours un petit peu sur le même mode opératoire. Le problème, c'est que les personnes qui manifestent aujourd'hui en Iran, que ce soit les personnes qui manifestent de bonne foi ou les personnes qui manifestent pour des velléités sécessionnistes, aucune de ces personnes ne soutient le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi. Ils ne le soutiennent pas parce qu'ils se rappellent, il faut bien comprendre quand même une chose, c'est que lorsqu'il y a eu la révolution en 1979, cette révolution contre le Shah n'a pas été soutenue par des forces extérieures. C'est vraiment une révolution qui s'est faite à l'intérieur du pays parce que le Shah d'Iran à l'époque était extrêmement violent, justement avec toutes les ethnies qui n'étaient pas iraniennes. Il a commis un certain nombre de génocides. Sa milice, qu'on appelait la police, qu'on appelait la SAVAK, était extrêmement brutale, agissait emprisonner très facilement, torturer, etc. Et donc, ces gens-là ne veulent pas voir le fils du Shah d'Iran revenir en Iran. Et c'est d'ailleurs le problème c'est tout, on va dire, le problème des Américains et des Israéliens aujourd'hui qui veulent absolument en terminer avec le régime des Mollahs, mais qui n'ont personne à proposer. Parce qu'ils ont essayé de construire Reza Pahlavi comme étant le leader de l'opposition. Mais en réalité, même à l'intérieur de l'Iran et même à l'intérieur de ceux qui s'opposent au régime des ayatollahs ne soutiennent pas Reza Pahlavi. Il ne représente strictement rien et il n'a aucun support, aucun soutien en Iran. Voilà, donc c'est toute la limite, si vous voulez, pour les services secrets américains et israéliens et toute leur problématique. Donc là, eux, ce qu'ils ont essayé, c'était de créer une guerre civile en montant les ethnies les unes contre les autres et d'essayer de faire un petit peu comme il s'est passé à Maïdan en 2014, c'est-à-dire des manifestations qui sont infiltrées par des services avec des meurtres d'un côté comme de l'autre pour créer un chaos et ensuite pouvoir prétendre dire écoutez, voilà, c'est ce que Trump a fait d'ailleurs, il a dit voilà, il y a des manifestations, elles sont de bonne foi, alors que quand on étudie, quand on regarde ce qui s'est passé, quand on décapite des personnes, ce n'est pas des manifestations de bonne foi, et de pouvoir ensuite dire, nous, on vient en défense d'un peuple opprimé, et donc on va bombarder l'Iran. L'idée étant évidemment, encore une fois, de renverser l'ayatollah Khamenei et le régime d'ailleurs des ayatollahs pour en faire un pays occidentalisé en quelque sorte, parce que le danger pour Israël et pour les États-Unis, c'est quoi? C'est que l'Iran, en fait, aujourd'hui, c'est un membre des BRICS. Il est membre de l'organisation de coopération de Shanghai, c'est la frontière sud de cette organisation. C'est un pays qui lutte contre Israël et contre les États-Unis depuis 1979. Et c'est un pays qui appartient à la fois géographiquement très intéressant pour la Chine et sa route de la soie, et à la fois géographiquement intéressant pour la Russie avec son corridor nord-sud. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la cible numéro 1 aujourd'hui
pour Israël et pour les Américains. Et si jamais, effectivement, ils arrivaient à s'emparer de l'Iran, déjà, ils s'empareraient d'énormes ressources pétrolières, et deuxièmement, ils mettraient à mal le monde multipolaire qui est en train de se créer. Là, clairement, Ça nous, c'est un point très important dans l'organisation du monde multipolaire. On sait aussi, je rajouterai, que l'Iran a de très bonnes relations aujourd'hui avec la Chine et avec la Russie. Voilà, donc pour ces raisons-là, les Américains et les Israéliens cherchent désespérément à trouver une solution pour renverser le régime des ayatollahs. Bon, ça nous rappelle effectivement quelque chose qu'on a vécu début janvier, donc il n'y a pas de grande surprise. Des ressources stratégiques, une situation géopolitique clé, donc en Iran, et puis pas de perspective. Alors ça, c'est ce que je retiens, Fabrice, de ta présentation, pas de perspective. Une fois que le pouvoir est tombé, qu'est-ce que l'on fait? Bon, ben là, il n'y a pas visiblement, il n'y a pas une décision ou une clarté dans Non, ils savent l'action. pas. Ils ne savent Non. pas parce que même si Reza Pahlavi était réintroduit en Iran, il n'aurait pas le soutien des différentes ethnies, ni du peuple iranien qui se contrefiche de lui et qui, de toute façon, n'aime pas la dynastie Pahlavi, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, sur l'international, parce que là, tu nous as fait une transition parfaite sur la question, on a parlé un petit peu de la stratégie des opposants au national. Parlons donc maintenant très clairement de l'international. On parle de révolution colorée depuis le début de cette émission. On cible bien entendu des mouvements, en tout cas des équipes israéliennes et américaines qui seraient infiltrées au sein du pays depuis un certain temps pour pouvoir justement dynamiter un petit peu ce gouvernement. Qu'est-ce que l'on peut dire en termes de préparation? Qu'est-ce que l'on peut dire en termes de risque militaire? On voit beaucoup aussi, encore une fois, Trump et Khamenei qui s'invectivent par médias interposés. On a l'impression qu'on n'est pas loin d'un nouveau bombardement comme on l'a connu avec les États-Unis lors des frappes qui ont mis fin au conflit entre l'Iran et Israël. Alors, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, si on parle de la minorité kurde, Kurdistan iranien, en fait, les dirigeants du Kurdistan iranien se trouvent aujourd'hui en Irak. Ce Kurdistan iranien et irakien est assez puissant. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de soldats plutôt lourdement armés. Ils ont même en possession des véhicules blindés, puisqu'ils sont entraînés, financés, armés par les Américains. Et on sait aussi qu'au sein du Kurdistan irakien se trouvent déjà des forces spéciales américaines avec des hélicoptères, etc., prêts à intervenir. Donc, ce qui se passe, c'est que là, à l'heure où on sort cette vidéo, ce qui est clair et net, c'est que les manifestations ont échoué. Ce qui s'est passé, c'est qu'au démarrage, donc, comme je l'ai expliqué, il y a eu des manifestations plutôt pacifiques. Derrière, ces manifestations ont été prises en main par des groupes armés et sont devenues extrêmement violentes. Là, le gouvernement iranien a décidé de sortir son armée, ses soldats, sa police, etc., pour juguler cette violence. Et à l'heure où on se parle, eh bien, ça a commencé il y a 24 heures à peu près, ou 48 heures, le gouvernement iranien qui peut compter sur à peu près 20-25% de la population iranienne comme des soutiens très forts. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, le régime des mollahs est soutenu mais quand je dis soutenu, ça veut dire vraiment d'une façon très forte par plus de 20% de la population iranienne, ce qui est énorme. Sur 90 millions, on doit être aux alentours de 15-20 millions d'habitants qui soutiennent vraiment de façon radicale le régime des ayatollahs. Et ces gens-là sont des personnes qui ne sont pas riches, qui appartiennent au peuple. Donc, ce n'est pas l'argent leur motivation. Ce sont des personnes religieuses. Ce sont des personnes qui sont extrêmement patriotes, qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, se sont engagés soit dans les forces de l'armée, soit dans la police, soit chez les gardiens de la Révolution, etc. Donc, ils savent manipuler les armes, ils savent se battre, ils sont extrêmement motivés et déterminés et prêts à mourir. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 48 heures environ, voyant que les manifestations violentes commençaient à être de plus en plus importantes, le gouvernement iranien a mobilisé ses soutiens qui sont descendus dans la rue hier, mais par millions.
que ce soit à Téhéran ou dans toutes les provinces, par millions, ils étaient là à descendre dans la rue et à montrer leur soutien au régime. Et donc, si vous voulez, par effet de levier, on va dire, voyant qu'il y avait des millions de partisans au régime dans la rue, eh bien, les manifestations, elles, de façon inverse, ont commencé à s'éteindre. Et aujourd'hui, on peut dire que donc, les manifestations, il n'y en a quasiment plus. Mhm. Donc, quelle option reste-t-il aux Israéliens et aux Américains aujourd'hui? Eh bien, effectivement, c'est de recommencer un bombardement. Et on sait que Trump, de par ce qu'on lit en tout cas dans la presse américaine, alors il faut toujours bien évidemment prendre ça avec des pincettes, mais apparemment ils sont vraiment en train de discuter là-dessus, Mhm. mais c'est pas aussi simple pour eux de prendre la décision parce que les conséquences pourraient être désastreuses. On se rappelle de la guerre des 12 jours qui s'est déroulée en juin dernier. Ça a été une stupéfaction totale de la part des Américains et des Israéliens qui ne s'attendaient sûrement pas à ce que l'Iran soit capable de se défendre de cette façon-là. Si tu m'accordes 5 minutes, Bien sûr. on peut revenir là-dessus parce que c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Au début donc, du bombardement, les Israéliens ont commencé à bombarder tous les systèmes radars qui se trouvent en Iran, aidés par une cinquième colonne très importante qui ont fait décoller de nombreux drones et qui ont détruit à l'intérieur même du pays les radars aussi. Donc il y a eu une double, on va dire, action à la fois intérieure et extérieure parce que déjà à l'époque et encore aujourd'hui, il y a une cinquième colonne très importante en Iran. Le pays est infiltré par les services américains et israéliens. Ils ont détruit donc tous les radars. Ils ont lancé une attaque cybernétique gigantesque, quasiment aveuglant le pays. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont décapité l'intégralité du haut commandement de l'armée iranienne. Et après, les Iraniens ont commencé, les Israéliens ont commencé à lancer une vague de bombardements extrêmement intensive. Il aura fallu à peine 18 heures aux Iraniens pour réussir à réparer tout le système informatique qui avait été endommagé suite à l'attaque cybernétique, à renommer des responsables sur le haut commandement de l'armée et à sortir les missiles et à répondre. À peine 18 heures. Et la réponse de l'Iran a subjugué l'Occident parce qu'il a montré que le dôme de fer qui était réputé comme inviolable, en fait, a laissé passer les missiles hypersoniques d'une façon mais complètement hallucinante. Et pendant 12 jours, alors Israël, on le sait, est un petit pays très concentré. Pendant 12 jours, en fait, la population israélienne a vécu dans les abris anti-atomiques, dans les bunkers, etc., pour se protéger des missiles qui pleuvaient systématiquement. Et à la fin de la guerre des 12 jours, sur 30 missiles hypersoniques envoyés, il y en a 30 qui touchaient leur but. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de missiles antimissiles en Israël. Il y avait une pénurie et c'est pour cette raison que Trump a fait intervenir l'armée américaine et a demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, aujourd'hui, Israël a peur de l'Iran. Israël ne repartira pas en guerre sans l'appui, à mon avis en tout cas, je pense qu'elle ne repartira pas en guerre sans l'appui des Américains, sauf à lancer une bombe nucléaire tactique. Mais d'un autre côté, Israël ne veut plus de l'Iran parce qu'ils ont compris à quel point l'Iran pouvait être un danger pour eux, un danger mortel, parce que l'Iran est un pays extrêmement fort, à la fois au niveau militaire et à la fois, là, ils sont en train de se rendre compte, au niveau de l'homogénéité, c'est-à-dire que même s'il y a des fractures ethniques à l'intérieur du pays, quand il y a des attaques venant de l'extérieur, le pays se rassemble autour du régime. Voilà, donc quelle option reste-t-il? Il reste effectivement une action conjuguée israélo-américaine militaire contre l'Iran. Est-ce qu'elle aura lieu? Ça, je ne peux pas le dire. Je pense en tout cas que c'est possible qu'elle ait lieu. C'est tout à fait possible. Et je pense qu'en tout cas, Benjamin Netanyahou va pousser les Américains pour qu'elle ait lieu. Alors, petite question, parce qu'effectivement, on comprend bien que sans le grand frère américain, la question est tout à fait différente en termes de conflit. Côté américain, justement, Trump, on le voit, est quand même
contesté, que ce soit bien entendu par son opposition, les démocrates, ou même à l'intérieur de son parti, les Republicans, même au sein du cœur des Republicans, en tout cas pas du cœur des Republicans, mais du cœur du système Trump qui sont les MAGA, où là, on a quand même aussi une opposition à ce côté impérialiste, cette préoccupation mondiale des affaires mondiales, alors que Trump avait bien entendu dit qu'il souhaitait se recentrer sur les États-Unis. C'est pas évident que pour le Groenland, notamment, les pouvoirs soient donnés à Trump de faire ce qu'il veut. Est-ce que tu penses que côté Iran, par contre, là, Trump a, je dirais, le chemin grand ouvert devant lui? Est-ce que tu penses qu'il y a, avec des Grahams ou aux États-Unis d'une manière générale, dans la politique américaine, une facilité à soutenir Trump face à l'Iran? Plus facilement, ça c'est indéniable, puisque aux États-Unis, depuis des dizaines d'années, la presse américaine présente l'Iran comme le grand méchant, comme le pays qui cherche absolument à détruire les États-Unis d'Amérique, etc., etc. Donc, dans l'imaginaire collectif américain, effectivement, il y a une détestation de l'Iran. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si jamais les États-Unis d'Amérique attaquaient l'Iran, l'Iran a déjà prévenu que non seulement elle riposterait sur Israël, mais aussi sur toutes les bases militaires américaines qui se trouvent dans la région. Et elles en ont les moyens aujourd'hui. L'Iran a largement les moyens de le faire. Et ils ne vont pas se contenter de faire ce qu'ils avaient fait lors de la guerre des 12 jours en attaquant la base principale qui se trouvait au Qatar et en tapant sur la base dans les endroits, on va dire, les plus désertiques de la base. Là, je pense ils ont prévenu qu'ils allaient taper sur les centres de commandement. Et donc, il va y avoir des dégâts. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne va pas être aussi simple que ça pour les Américains. Et donc, ça risque de coûter cher en termes politiques à Donald Trump. Parce que, encore une fois, le problème, c'est une accumulation d'erreurs de sa part qui fait que sa base MAGA risque à un moment ou à un autre de complètement le lâcher. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Américains sont plutôt farouchement anti-iraniens, le problème, c'est que si derrière, il y a il y a un strike back iranien sur les bases. Retour, ouais. Pardon, des voilà. frappes en riposte. Une riposte, merci. Qu'il y a une riposte et qu'il y a des morts au sein de l'armée américaine. Et vous rajoutez à ça ce qui s'est passé récemment au Venezuela, qui a déplu à une partie de sa base. Vous rajoutez à ça le fait qu'il n'arrive absolument pas aujourd'hui à arrêter la guerre en Ukraine, ses velléités expansionnistes au Groenland. C'est beaucoup de choses qui pourraient faire qu'il va être contesté de plus en plus en interne. Moi, je pense que de toute façon, le concernant, il s'en fiche éperdument. Je pense qu'il a un plan dans sa tête et je crois qu'il a, il y a quelque chose de très particulier entre lui et Netanyahou. On ne comprend pas pourquoi il arrive à dominer à peu près tous les autres chefs politiques du monde, avec un respect certain qu'il a pour le président chinois et le président russe, mais alors tous les autres, absolument pas. Mais avec Netanyahou, on sent que c'est pas forcément lui qui dirige. On l'a vu pendant la guerre des 12 jours. On le voit quand il reçoit Netanyahou, il est archi obséquieux avec lui. Il lui prend la chaise, il lui tire la chaise, il lui ramène près de la table, etc. Enfin, et on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de très particulier entre les deux. Et moi, je crains effectivement que Netanyahou arrive à le convaincre de lancer une opération. Alors évidemment, ça ne sera jamais une opération terrestre, ou alors elle serait extrêmement limitée. Parce que tout simplement l'Iran est une forteresse imprenable avec une armée qui est très nombreuse, très forte, assez bien entraînée, avec un armement de qualité, mais par contre des bombardements ciblés, à nouveau des assassinats ciblés et des bombardements sur notamment tout ce qui est usines de fabrication de missiles balistiques, à nouveau sur les usines qui fabriquent du nucléaire civil ou qui sont suspectées, puisque les Américains en sont convaincus de fabriquer du nucléaire militaire, etc., etc. Donc, c'est effectivement tout à fait possible. Maintenant, c'est, je pense, Trump qui est en train de peser le pour et le contre, parce que ça risque d'avoir des conséquences importantes politiques pour lui. Alors justement, côté militaire, où en est l'Iran? Effectivement, tu as rappelé les bombardements qui avaient mis un terme à cette guerre des 12 jours. Où est-ce qu'en est l'Iran? Est-ce qu'ils ont encore des ressources, drones, missiles, armées?
Où en est l'Iran? Alors, l'Iran est très avancé en termes de drones. On a vu d'ailleurs qu'ils ont aidé la Russie pendant la guerre en Ukraine. Ils continuent, ils leur ont fourni des technologies sur les drones. Alors, j'ai plus la date en tête, mais on se souvient, il y a quand même maintenant, ça remonte à quelques années, les Iraniens avaient réussi à faire atterrir, à prendre possession d'un des drones les plus avancés américains et à le faire atterrir en douceur en Iran. Et bien évidemment, derrière, ils ont fait de la rétro-ingénierie, ils ont tout démonté, tout étudié, et ils ont ainsi gagné un temps fou sur la fabrication de drones, que ce soit de drones d'observation, de drones suicides, de drones militaires. Et comme c'est un pays sous sanction et que c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'argent, ils ont en plus cette intelligence d'essayer de travailler avec euh, en économisant le plus possible d'argent. C'est pas pour rien que les drones suicides iraniens, la fabrication, le mode de fabrication, la façon dont c'était fait, etc., avait été envoyé en Russie, parce qu'ils sont capables aujourd'hui de fabriquer de l'armement qui est robuste, qui est fiable, qui est efficace, à pas cher. Voilà. Donc ça, c'est pour les drones. Ensuite, on sait que depuis la guerre des 12 jours, de nombreux avions cargo russes et chinois ont atterri en Iran. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On lit un peu tout et n'importe quoi. Certains disent que ce sont des avions de chasse, d'autres que ce sont des hélicoptères, d'autres que ce sont des missiles, antimissiles, etc. Moi, je ne suis pas capable, là, j'ai pas assez d'informations pour pouvoir dire ce que c'était, mais on sait quand même qu'il y a des avions cargo militaires qui ont déposé du matériel chinois, du matériel russe. On sait aussi que les missiles qui ont été utilisés lors de la guerre des 12 jours ne représentent qu'une infime partie des missiles que possède l'Iran. Elle en possède encore des dizaines de milliers, et elle possède aussi d'autres variétés de missiles qu'elle n'a pas encore envoyés. Donc des missiles encore plus perfectionnés. Donc, si vous voulez, c'est une armée, même malgré les sanctions, etc. Moi, pour me m'être rendu en Iran quand même plusieurs fois, j'ai vu un petit peu ce que c'était que les campus universitaires là-bas qui fabriquent des ingénieurs, des IT, etc. C'est absolument incroyable. Et puis alors, pour ceux qui pensent que l'Iran, c'est le pays où seuls les hommes ont le droit d'étudier, de conduire, etc., et que les femmes sont cloîtrées à la cuisine, c'est totalement faux. Il y a énormément aussi de femmes qui travaillent. En fait, c'est un pays euh, où la jeunesse est très bien formée et forme des ingénieurs de très haute qualité, que ce soit au niveau civil ou au niveau militaire. Et donc l'armement aujourd'hui iranien est quand même perfectionné. Même les systèmes de radar le sont. Mmh. Le problème Alors ça, qu'il y a eu, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce qu'on est, côté iranien, en capacité notamment de toucher, puisque c'est la question, finalement, de toucher sur une riposte des bases américaines, des navires américains qui seraient, dans la région? Est-ce qu'on est capable de, bah, voilà, dans le cadre d'une attaque américaine, de faire subir également aux États-Unis d'Amérique, des pertes? alors non seulement ils en sont capables, mais en plus, on le sait, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait lorsque le général Soleimani avait été assassiné sur ordre de Trump en Irak. Derrière, ils avaient vitrifié une base américaine. Ils l'ont fait pendant la guerre des 12 jours, où ils ont aussi envoyé des missiles sur la plus grande base américaine du Moyen-Orient au Qatar. Donc ils l'ont déjà fait, ils le feront. Ils le feront, mais d'une façon, cette fois-ci, à mon avis, beaucoup plus efficace, puisque on sait que lors de ces deux attaques sur les bases américaines, à chaque fois, le gouvernement iranien avait prévenu les Américains en leur disant, nous, on va le faire parce qu'on doit répondre, mais on veut éviter une escalade, donc planquez vos GI et on bombarde. Là, je pense qu'ils le feraient d'une façon, on va dire, sans prévenir, sans dire où, ni quand, ni comment, et c'est là où justement il y aurait un risque d'escalade dans la Mmh. violence entre les Américains et les Iraniens. Mmh. Voilà, donc alors après il y a un point quand même qui est important, je pense à noter, c'est que l'Iran a un atout stratégique, c'est le détroit d'Ormuz, puisqu'on sait que 20% du pétrole liquéfié passe par 20% du transit de pétrole mondial passe par ce détroit. Donc s'il le bloquait, ça créerait des problèmes énormes au niveau mondial. Mais
et c'est là où les choses deviennent quand même assez intéressantes, c'est que depuis que Trump a réussi à s'emparer du pétrole vénézuélien, si demain les Iraniens bloquaient le détroit d'Ormuz, eh bien, les répercussions sur l'économie américaine seraient beaucoup moins importantes aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été avant la capture de Maduro et la prise du contrôle du Venezuela par les Américains. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peser dans la balance pour lancer une attaque contre l'Iran. C'est peut-être aussi ce pourquoi on est à ce moment-là dans cette situation finalement. Effectivement. Exactement. Ouais. Fabrice, pour aller vers la fin de ce podcast, petite question, deux questions. Premièrement, où en sont les manifestations? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as parlé notamment de contre-manifestations, c'est-à-dire de manifestations de soutien à Khamenei qu'on voyait ce lundi sur toutes les chaînes télé. Est-ce que là, le mouvement s'essouffle de contestation? Est-ce que Khamenei a tenu bon et va pouvoir garder le contrôle de son pays? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quid des BRICS? Tu en as parlé en filigrane dans ce podcast. Quid de la vision de la Russie, de la Chine et de l'Inde, d'ailleurs, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Iran? Alors, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il est clair que les manifestations ont complètement échoué et que le gouvernement restera en place et il sera encore plus renforcé. Comme à chaque fois qu'il y a eu un danger. En 2022, il y avait eu cette jeune femme, Amini, Masha Amini, me semble-t-il, qui était une étudiante qui venait d'ailleurs des minorités du Kurdistan iranien et qui avait été arrêtée par la police parce qu'elle n'était pas habillée correctement, police des mœurs, et on l'avait retrouvée morte 3 jours après en prison. Il y avait eu d'immenses manifestations et en plus, comme elle venait d'une minorité ethnique déjà sécessionniste, ça avait créé des troubles énormes. Les Iraniens, le gouvernement avait réussi à juguler ces manifestations, on était sorti encore plus renforcé. L'Iran est sorti encore plus renforcé après la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que même l'opposition iranienne s'est rangée derrière le régime des ayatollahs parce qu'il faut, comme je l'ai dit, un petit peu évoqué en tout cas tout à l'heure, il faut bien comprendre que les Iraniens, même ceux qui sont contre le régime des mollahs, savent que ni Trump ni Netanyahou leur veulent du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à cette époque-là, ils avaient manifesté pour soutenir le régime. Et là, aujourd'hui, encore une fois, il y a eu cette tentative. Encore une fois, cette tentative a été un échec. Encore une fois, cela va renforcer le régime. Alors après, concernant la Russie, concernant la Chine, ni l'un ni l'autre n'aurait intérêt à ce que l'Iran tombe, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. D'abord parce que l'Iran appartient à la coopération de l'Organisation de coopération de Shanghai, parce que l'Iran appartient aux BRICS, parce que l'Iran est un nœud stratégique extrêmement important dans le transfert, dans le transport des aliments et des biens de consommation, aussi bien venant de Chine que ceux qui viendront bientôt de Russie. Et donc voilà, ces deux pays soutiennent d'une façon ou d'une autre, à quel niveau, je n'en sais rien, mais en tout cas soutiennent l'Iran. Et non, aujourd'hui, le régime des ayatollahs n'est pas du tout sur le point de tomber. Au contraire, je pense qu'il est plus fort que jamais. Bon, eh ben, c'était une émission absolument passionnante. On a entendu beaucoup de choses. Il y a un point, Alexis, sur lequel j'aimerais bien revenir aussi, si tu m'accordes encore 5-10 minutes. Je t'accorde tout le temps. Comme tu le sais, sur mon canal Telegram, je discute beaucoup. Je parle beaucoup de l'Iran parce que c'est un pays que je connais. Je m'y suis rendu quand même de nombreuses fois. J'ai fait du business là-bas à une époque, etc. J'y ai beaucoup de connaissances et j'ai régulièrement des personnes qui écrivent, et des personnes de bonne foi, hein, qui m'écrivent: oui, mais ça serait bien quand même que le régime des ayatollahs tombe parce que c'est un régime qui persécute les chrétiens. Et ça, je pense que c'est un point aussi important sur lequel nous devons, une bonne fois pour toutes, enfoncer le clou dans le cercueil de ce mythe. Je me suis rendu en 2014 en Iran avec les responsables de la fraternité Saint-Pilice. Je peux en parler aujourd'hui parce que ça a été rendu public il y a 2 ans dans la revue de la fraternité. Donc la fraternité Saint-Pilice, pour ceux qui ne connaissent pas,
Eh bien, c'est une organisation religieuse catholique traditionnaliste. Et je me suis rendu là-bas avec plusieurs responsables de cette fraternité pour organiser ce qu'on appelle une disputatio autour de la Trinité. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas du tout d'arriver là-bas et de prétendre qu'on prie le même Dieu dans un œcuménisme, dans un faux semblant d'œcuménisme. L'idée, c'était vraiment de présenter argument contre argument, de dire, voilà, les prêtres catholiques parlent de la Sainte Trinité et les mollahs, eux, parlaient de leur vision de la religion, de Dieu, etc. On a été à Téhéran, on a été à Rome, qui est une ville sainte, à l'intérieur de l'université des religions comparées. On a fait des discussions avec tout un tas de responsables religieux qui se sont toujours extrêmement bien passés. Et je voudrais raconter 2 anecdotes qui, à mon avis, en disent plus long que des discours qui pourraient prendre des heures. Après qu'on ait eu alors, quand je dis on, moi j'étais là en tant que j'organisais, etc. Mais c'est pas moi qui prenais part au débat. J'ai pas le niveau pour parler de la Sainte Trinité, ni encore moins de l'expliquer. Mais après les discussions qu'ils y ont eu, et cette disputation, on a été invité à déjeuner avec tous les responsables, les ayatollahs responsables de l'université de Rome. Donc il y avait à peu près une quinzaine d'ayatollahs, les 2 prêtres et moi-même. On est à table, on s'assoit, et avant de commencer, un des prêtres que j'avais amené dit, excusez-moi, mais en tant que catholique, avant de commencer un repas, j'ai l'habitude de faire une petite prière. Est-ce que ça vous dérange? Bien sûr, ça ne nous dérange pas, donc on se lève, on fait notre signe de croix. Tous les ayatollahs se sont levés en même temps que nous, par respect, parce qu'on était en train de prier. Le prêtre a dit sa prière, on s'est rassis, les ayatollahs sont rassis, et on a commencé à déjeuner avec eux, à discuter, etc., à bâton rompu. Donc voilà, vous voyez, ce respect qu'il y a, respect du sacré, de la part de ces ayatollahs, qui ne sont pas du tout catholiques, ni de près ni de loin. Deuxième chose, j'ai eu l'occasion, à d'autres reprises, de me rendre en Iran et de discuter avec le nonce apostolique, donc dépêché par Rome. Il y a un nonce apostolique en Iran. Il y a des églises catholiques, des églises chrétiennes orthodoxes. Il y a même une minorité juive qui vit en Iran. L'Iran respecte les minorités religieuses. L'Iran ne persécute pas les chrétiens, ne persécute pas les catholiques. Enfin, je terminerai là-dessus si tu veux bien. Lorsqu'on est rentré en France, eh bien, il nous a été signifié de la part des autorités iraniennes que si nous le voulions, il était possible que nous construisions une église catholique pour la fraternité en Iran. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors, cette église ne s'est pas faite, ne s'est pas construite. Je ne rentrerai pas dans les détails et j'expliquerai pas pour quelles raisons, mais ce que je peux dire de façon sûre et certaine, c'est qu'en tout cas, on avait le soutien à la fois des autorités politiques et à la fois des autorités religieuses pour construire une église si nous l'avions voulu. Donc, le mythe tenace de l'Iran, peuple dégorgeur de chrétiens, de minorités religieuses, etc., c'est faux. J'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui d'essayer de se rendre compte de ce qu'est ce pays. C'est un pays effectivement qui est religieux, c'est l'islam chiite, mais c'est un pays dans lequel il existe et vivent depuis des centaines d'années des minorités religieuses qui ne sont absolument pas persécutées. Eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Fabrice, brillante émission. En tout cas, on a entendu plein de choses que l'on ne voit pas, effectivement. Si vous allumez votre télévision, si vous mettez LCI, BFM TV ou CNews, voilà, j'ai cité les 3 principaux propagandistes. Voilà, donc en tout cas, très bonne émission. Merci 1000 fois, Fabrice, de nous avoir apporté ta vision de la situation aujourd'hui en Iran et puis surtout de l'Iran d'une manière plus globale, pays qui est très méconnu en France. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui veulent te suivre, qu'ils peuvent te suivre sur le canal Telegram Fabrice Sorlin en attaché dans la barre de recherche, tout simplement, ou bien entendu sur ta chaîne Divergence Politique, puisque tu en es l'un des cofondateurs. En tout cas, Fabrice, 1000 fois merci. Et on se retrouve quand? On se retrouve dimanche prochain pour le prochain Divergence. Exactement, merci Alexis.